En 1481, une décision prise par un chef africain du nom de Kwame Ansa a ouvert la porte à l'un des systèmes les plus destructeurs de l'histoire de notre continent. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette histoire ne s'est jamais arrêtée. Elle continue encore aujourd'hui avec l'assassinat récent du ministre de la Défense du Mali, le général Sadio Kamara. Je vous révèle tout dans cette vidéo. Premier suspect dans le cadre de ce projet d'assassinat du ministre de la Défense du Mali. Nous prions pour le repos éternel de son âme. Le général 4 étoiles, Sadio Kamara. Un premier suspect qui a été neutralisé. Il s'agit de quelqu'un qui les côtoyait souvent. Avant de continuer, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, Afrique Libre Prospère. Je m'appelle Mansa Yim, auteur du livre Africain et fier. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous annoncer que l'édition jeunesse du livre que voici vient de sortir sur Amazon. Elle est disponible aujourd'hui et en promotion entre aujourd'hui et dimanche au prix de 10 €. Et à partir de dimanche, le prix repasse à 15 € qui est le prix normal du livre. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour aller sur Amazon afin de pouvoir avoir le livre au prix de lancement de 10 €. Revenons à l'histoire de Kwame Ansa. À cette époque, c'est-à-dire en 1841, les navires portugais arrivent sur les côtes africaines, dans la région du Ghana, pour être plus précis. En façade, ils proposent du commerce, des échanges, des opportunités, comme on sait tous. Mais quand on consulte les archives historiques, on comprend, on sait leurs véritables intentions. C'est ce que dit par exemple un extrait du livre que voici, intitulé History of the Gold Coast and Asante, based on tradition and historical facts, comprising a period of more than 3 centuries. Et le livre raconte des faits ayant lieu entre les années 1500 et les années 1860. Il y a la page 13 et 14 qui s'affiche ici à l'écran. On peut lire ceci. Bon, le livre en anglais, pour gagner du temps, je traduirai directement en français. Et c'est comme ça qu'on prend ici l'exemple de González Valdeza, qui en 1442 est revenu avec 10 esclaves depuis la côte ouest de l'Afrique et aussi avec de l'or, de la poussière d'or. Et c'est comme ça que le prince Henri a présenté ces noirs au pape Martin V, qui a tout de suite conféré au Portugal le droit de possession et de souveraineté sur tous les pays que les navigateurs portugais accosteraient dans la région allant entre Cape, Bojardo et l'est de l'Inde, East Indies. Pour dire quoi? Juste qu'il s'arrogeait le droit, comme ça, sous simple déclaration du pape, de posséder tout ce qu'il trouve. Un peu comme la logique de qui trouve ramasse et est propriétaire. En tout cas, quelque chose qui est encore plus intéressant ici et qui est plus direct par rapport aux intentions de ces Portugais. Si on va à la page 151 du livre, on lit ici souligné en orange à l'écran, le premier but des gouvernements européens en venant sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest avait pour but principal de faire du trafic d'esclaves. Donc c'est ce qui est marqué là juste en orange. Au moins là c'est dit, c'est direct. Et donc face à ces Portugais qui arrivent en Afrique de l'Ouest, un chef africain, comme j'ai dit, Kwame Ansa, qui doit prendre cette décision. Et quelle décision il a prise? C'est celle d'accepter. Celle d'accepter quoi? Accepter la construction d'un comptoir, le fort de Elmina, par les Portugais. Pour vous expliquer un peu clairement le contexte, Kwame Ansa, encore appelé Karamansa, est le chef de la localité d'Edina, qui se situe dans la zone, dans la région du Ghana d'aujourd'hui. A ses premiers contacts avec les Portugais et ceux lui demandent l'autorisation de construire un fort qui servirait de sorte de premier pied-à-terre des Portugais dans la région. Et j'aimerais profiter pour attirer votre attention ici sur un détail très important. Ce que vous voyez à l'écran, c'est l'histoire telle que racontée lorsqu'on fait la recherche sur internet. Là, en mode IA, j'ai fait la recherche. Donc, il est dit ici, d'après ces résultats de recherche, que Kwame Ansa a accepté que les Portugais construisent leur fort. Et c'est en fait une décision importante parce que en acceptant l'installation de ce premier comptoir des Portugais dans la zone, au fil des années, c'est à travers ce fort que les Portugais ont construit à cet endroit qu'ils ont commencé à pratiquer intensément la traite négrière. Donc au début, ils venaient comme des gentils pour faire du commerce, des échanges.
Mais en fait, l'intention qui avait derrière la tête, comme on l'a vu plus tôt, c'était de pratiquer un trafic d'esclaves de manière intense. C'est ce qui s'est produit dans les années qui ont suivi l'installation de ce fort à cet endroit. Or, ce sur quoi je voulais justement attirer votre attention, c'est que lorsqu'on va cette fois-ci chercher la même information dans les sources historiques qui racontent l'histoire telle qu'elle a été rapportée par des témoins de l'époque, il est dit, toujours dans le même livre, History of the Gold Coast and Asante, à la page 14, il est dit ceci. Le roi Jean II du Portugal, en 1481, a dépêcha Don Diego da Sambuja avec une force de 700 hommes vers la Côte d'Or, donc c'est-à-dire la côte de l'Afrique de l'Ouest, la région de l'actuel Ghana. Diego da Sambuja arriva dans la région à Elmina, et construisit le château de Saint-Georges, le fort d'Elmina dont on a parlé tout à l'heure, et il le construisit malgré l'opposition de Karamansa, dit Kwame Ansa, le roi natif de Feto. Donc je répète ce qui se passe ici. Ce qui se passe, c'est que quand on construit les sources historiques, il est dit qu'en fait, Kwame Ansa s'opposa à cette décision. Il ne la valida pas. Mais pourtant, lorsqu'on fait une recherche standard sur Internet, il est rapporté, bizarrement, qu'il accepta cette décision. J'ai tenu à montrer cette opposition ici, parce que ça révèle comment le récit est contrôlé par ceux qui racontent l'histoire. Voilà un cas concret de contrôle du narratif dont nous sommes victimes aujourd'hui en Afrique sans même s'en rendre compte. Et c'est aussi ce genre de choses que je dénonce dans mon livre. Et ce sera aussi important pour nos enfants d'avoir conscience de ce genre de choses. En tout cas, je tenais à souligner cet aspect très intriguant et surtout très important et qui a des conséquences souvent insoupçonnées dans ce que nous avons dans la tête et dans la manière dont nous nous comportons au regard de ce qui nous a été inculqué dès notre jeune enfance. Sauf que comme on l'a vu dans ce cas concret, ce n'est pas toujours forcément conforme à la vérité. En tout cas, revenons au cœur de notre sujet. Toujours est-il que le fait que les Portugais ont eu la possibilité d'installer ce château d'Elmina, donc comme j'ai dit, ça a été la porte ouverte pour permettre aux Portugais d'intensifier leur trafic d'esclaves, comme on le voit ici à la page 151 du livre. On dit les Européens ont fréquemment transporté plus de 100 000 esclaves par an depuis la côte ouest de l'Afrique jusqu'aux Amériques. Et en plus, le fait que la demande en esclaves était aussi forte, vous imaginez 100 000 individus par an ont été arrachés à l'Afrique. Et je vous rappelle que pour pouvoir avoir un esclave, en moyenne 10 personnes étaient tuées. Ça veut dire que pour la capture et le transport de ces 100 000 esclaves par an, ça signifie que par an, environ 1 million d'Africains mouraient. Et ça, c'est encore un autre sujet à propos des véritables statistiques autour de la traite négrière qu'on pourra traiter dans une autre vidéo. Et ça fait aussi partie de cette guerre du narratif dont je parlais à l'instant. Donc, il est dit ici que, vu l'intense demande liée à ce trafic d'esclaves, cela a sans aucun doute donné naissance à un grand nombre d'abus parmi les natifs. Et cela a permis également de favoriser des guerres fréquentes entre les peuples de ces régions. Un peu comme on peut l'observer également jusqu'aujourd'hui, au Congo par exemple, où le fait qu'il y a une demande élevée aujourd'hui en termes de métaux précieux dont dispose le bassin du Congo, cela favorise une situation d'instabilité, de guerre permanente dans la région. Autrement dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et une autre conséquence, peut-être un peu inattendue, du trafic d'esclaves, de la traite négrière en général, c'est que c'est une activité qui a aussi tué certaines activités locales. Comme on peut voir ici par exemple à la page 272 du même livre. On dit « They were weavers ». Weavers ici, ce sont les tisserands, donc les personnes qui fabriquaient les tissus. Donc en Afrique, il y avait des gens qui fabriquaient les tissus, donc on ne se promenait pas nu avec des cache-sexes, comme on tend à nous montrer dans les médias aujourd'hui sur l'Afrique passée. Je vous rappelle qu'ici, on est dans les années 1400, donc c'est-à-dire le 15e siècle. Et il est dit clairement ici qu'il y avait des tisserands weavers qui exerçaient ce métier en Afrique pour habiller les populations. Il est dit ici que weavers gave up their trade. Ces tisserands ont abandonné leur business
Pourquoi? Parce que, avec l'arrivée des Européens, est arrivée aussi l'utilisation du coton et du lin. Et donc, l'introduction de ce nouveau type de tissu a fait concurrence au business des tisserands à l'époque. Et c'est comme ça que ils ont dû abandonner leur propre business. Ou encore, on parle ici d'iron funding was likewise given up. Iron funding ici, c'est le fait de travailler le fer. Des fonderies, voilà. Le fait de travailler dans des fonderies, le travail du fer, la manufacture du fer. Ça aussi, les locaux ont dû abandonner ça lorsque les Européens arrivèrent. Et quelque part, cela un peu a entraîné la perte de cette expertise autour du travail du fer. Et qui sait, si on avait conservé cette capacité de travailler le fer localement, aujourd'hui on connaît l'importance de la sidérurgie et de la métallurgie dans le monde actuel. Et c'est ce qu'il déplore d'ailleurs ici l'auteur de ce livre en disant que c'est dommage que les peuples locaux n'ont pas conservé cette capacité à travailler le fer. It is a pity that our people gave up weaving and iron foundry. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse pour montrer un peu tous les impacts négatifs de toute cette traite, ce trafic d'esclaves. Mais bon, pour revenir au sujet de Kwame Ansa, on peut se dire que peut-être on n'avait pas toutes les informations et ne pouvait pas prévoir qu'il y aurait toutes ces conséquences à long terme sur sa décision d'accepter ou non l'installation du fort des mines par les Portugais. Mais on peut se dire que justement, s'il avait eu une vision à long terme, s'il avait eu les connaissances géopolitiques de la situation, il aurait mieux mesuré les conséquences de cette décision pour son peuple. Donc ici, si on parle de l'hypothèse qu'il a vraiment accepté que le port d'Elmina soit installé et non pas que ça lui ait été imposé, donc si on parle de cette hypothèse-là, cela signifie que la question ici, ce n'est pas juste une question de trahison, qu'il a été traître en acceptant que les Portugais s'installent à cet endroit. C'est davantage une question de connaissance, une question de formation, une question de manque de conscience. Et c'est là que ça nous ramène à nos réalités d'aujourd'hui. Avec le cas de l'assassinat du ministre de la Défense le samedi dernier, 25 avril, le général Sadio Camara. Écoutons cette vidéo qui raconte ce qui s'est vraiment passé pour que le général Sadio Camara soit assassiné. Premier suspect dans le cadre de ce projet d'assassinat du ministre de la Défense du Mali. Nous prions pour le repos éternel de son âme. Le général 4 étoiles, Sadio Camara. Un premier suspect, il s'agit de quelqu'un qui les côtoyait souvent. Parce que le monsieur en question, c'est un radié de l'armée. Il avait adhéré à l'armée de la promotion 2001. Et ce monsieur, qui d'ailleurs, vous savez, le ministre de la Défense, il est social. Il n'a pas fermé toutes les portes. Le ministre de la Défense, non seulement il est décédé dans cet attentat, son épouse, ses 2 enfants, plus son neveu. Rien que par la cupidité des noms. Regardez jusqu'où certains sont prêts à y aller. C'est dommage, c'est triste. Ouais, c'est dommage, c'est triste. Seulement, l'enquête, en tout cas, en cours, initiée par la jeunesse de Kati, a porté ses fruits après l'élimination de monsieur, parce que le jour J, par cupidité démesurée même. Cupidité déjà c'est grave, mais encore démesurée. Rien que pour cela. Quelqu'un qui n'avait aucun problème avec le ministre, les défunts ministres. Aucun problème. Il recevait, la porte lui était ouverte. C'est triste. Blaise Compaoré faisait partie du premier siècle du capitaine Thomas Sankara. Mobutu était du premier siècle de Patrice Emery Lumumba. Ça a toujours été comme ça. Malheureusement, c'est en Afrique que ces choses-là se passent généralement. C'est triste. Ça fait vraiment mal, c'est révoltant. Si je pense, mais truc de 30 000 euros, c'est quoi pour participer à un attentat contre les ministres de la Défense? Et voici, mais pour mettre ça en application, il compte chaque fois sur les Africains. Pas sur des Européens, ou sur des Africains. Certains Africains sont prêts à tout, juste pour des miettes et autres. Mais ça fait mal, c'est triste. Un monsieur qui n'avait pas... Non, le ministre n'avait rien contre lui. C'est pas un truc de vengeance ou autre, non. Au contraire, ce monsieur a abusé de sa sociabilité. Donc, vous avez suivi, c'est un traître de l'entourage du général Sadio Camara qu'il a vendu. Et pour combien? Pour 30 000 euros. Et donc, ce n'était donc même pas une question d'idéologie, de conviction. Non, juste la cupidité. Il n'avait rien contre le ministre. C'était juste quelqu'un de son entourage, on peut dire un ami, entre guillemets. Un proche qui côtoyait les lieux. Donc, pour sa connaissance de l'entourage, des lieux où vivait le
feu ministre Sadio Camara. Il a été acheté pour 30 000 euros. En francs CFA, c'est je crois une dizaine de millions, une vingtaine de millions de francs CFA. Et c'est comme ça, sans avoir aucun problème particulier, ni de problème de contradiction idéologique, ni autre raison. Il a juste trahi son ministre, son proche de cette manière-là. Donc du coup, que Kwame Ansa, ou ce traître au Mali, soit séparé de plusieurs siècles, en réalité, cela revient au même problème. Un problème de prise de conscience, un problème de connaissance, un problème de vision des enjeux géopolitiques, historiques, géostratégiques, par manque de vision, par manque de conscience des enjeux sur le long terme, des enjeux à la face de l'histoire. Ils ont pris cette décision contre leur propre camp, des décisions de trahison. Et le plus dangereux, c'est que ces hommes ne sont pas forcément des monstres, parce que certainement, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils pensaient pas mal faire. Ils se contentaient juste de servir leurs intérêts. Et c'est là que c'est le plus dangereux, parce que justement, il s'agit juste d'un problème de mauvaise préparation, d'un problème de manque de connaissance, d'un problème de manque de conscience. Parce qu'un homme sans conscience historique est manipulable. Un homme sans lecture du monde, sans lecture géopolitique du monde et des enjeux est manipulable, est utilisable. Un homme sans identité forte est achetable. Et le malheur dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est exactement comme ça que grandissent la plupart de nos jeunes aujourd'hui. Et mon but en écrivant ce livre, Africain et fier, édition jeunesse, ou mon but en faisant une version pour la jeunesse de ce livre, c'est de participer à la préparation de nos adolescents à ces enjeux du monde de demain. Nous voyons comment les conflits s'intensifient, comment la ruée vers l'Afrique et ses ressources naturelles s'intensifient. Nous sommes des adultes, nous sommes en train de passer notre tour. Mais dans 10, 15, 20 ans, ce sont nos adolescents qui seront aux responsabilités à différents niveaux dans la société. J'ai fait le pari de participer à les préparer dès aujourd'hui, parce que ce n'est pas quand ils seront déjà adultes et formés qu'ils seront encore malléables pour écouter et comprendre ce qui se passe à l'échelle géopolitique et géostratégique. Mon but, c'est de leur donner dès aujourd'hui des repères, une vision et une compréhension géopolitique et géostratégique du monde et de ses véritables enjeux, afin que l'Afrique ne se retrouve pas encore une fois brûlée dans la farine à cause du fait que ses enfants auraient été mal préparés à ces enjeux de demain. Donc pour tout vous dire, les traîtres de demain ne seront pas forcément des gens mauvais. Ce seront juste des gens qui n'auront jamais appris à penser. Et le fait de leur apprendre à penser, ça commence aujourd'hui, dès leur jeunesse, dès leur adolescence. Les mettre les bonnes idées et la bonne prise de conscience dans la tête. Kwame Ansa, ou ce traître au Mali, n'avait pas les bons outils pour penser. Mais nos enfants, nos jeunes, nos adolescents, eux, c'est notre responsabilité de s'assurer qu'ils ont les bons outils. Donc si vous voulez participer à donner ces bons outils à nos enfants, à nos jeunes, à ce neveu, à cette nièce, à ce cousin, à cette cousine qui est autour de vous, les liens sont simplement dans la description. Africain et fier, édition jeunesse, disponible actuellement sur Amazon et en promotion jusque dimanche, au prix de 10 € au lieu de 15. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je m'appelle Mansayem. Bienvenue sur Afrique libre et prospère. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère. It's